On va pouvoir commencer. Bonjour à tous, je suis Élise Baldenberger, chargée de mission accompagnement des entreprises dans la valorisation des CONEX et je suis ravie de vous accueillir nombreux pour ce webinaire sur la directive européenne RED 2 pour tout ce qui concerne la durabilité des bioénergies. Le webinaire est enregistré et vous aurez accès à un replay demain. Et du coup, vous aurez également accès aux présentations des intervenants. Je vais vous demander de couper vos micros, de couper vos caméras, et puis vous pourrez utiliser le bouton conversation où l'ensemble des questions sera traité à la fin du webinaire pour le temps d'échange. J'aimerais remercier nos trois intervenants, Clarisse Fischer, déléguée générale du CIB, Paul-Emmanuel Huet, directeur exécutif de PEFC France, et Maude Berger, chargée de mission biomasse à l'Adréal Grand Est. Et puis, je veux aussi remercier l'ADEME qui nous permet d'organiser cet événement. On va dérouler un programme qui va parler de la présentation de la directive européenne RED 2 avec les dernières actualités par Clarisse Fischer, les avancées de PEFC sur le sujet avec Paul-Emmanuel Huet de PEFC France et une intervention de Maude Berger de l'Adréal, et puis on finira par un temps d'échange questions-réponses. Je veux simplement vous présenter rapidement FIBOA Grand Est et puis laisser Sacha Young, notre délégué général, vous dire un petit mot d'introduction. Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, c'est un sujet pour nous important. On a régulièrement des questions de professionnels de terrain par rapport à ça. Cette thématique est d'autant plus importante aujourd'hui dans un contexte où on a malgré tout des tensions importantes qui existent entre les différents usages de bois. Et notre rôle est d'accompagner au mieux les acteurs de la filière, mais toujours dans une valorisation optimale de la ressource, ramener le bon bois au bon endroit. Et dans cet état d'esprit de hiérarchie des usages entre le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie. Et donc cette thématique RED 2 est importante pour nous, pour vous donner voilà, les éléments techniques et d'actualité les actuels aujourd'hui qu'on puisse avoir là-dessus, comme on a quand même régulièrement accompagné au mieux, rester aussi à votre disposition après coup. Au besoin, voilà, n'hésitez pas à revenir vers les permanents de l'équipe de FIBOA Grand Est ou pour les personnes des autres régions vers les autres FIBOA de vos territoires, sachant que notre rôle en tant qu'interprofession de la filière forêt-bois, c'est de réunir tous les acteurs qui sont en contact de près ou de loin avec la forêt et le bois, de les faire travailler ensemble, de promouvoir l'intérêt de la filière sur nos territoires, de valoriser au mieux les produits issus de la forêt, d'accompagner au mieux les acteurs économiques de cette filière pour répondre aux très nombreux enjeux qui nous concernent, que ce soit les enjeux économiques bien sûr, mais aussi environnementaux et sociétaux, et de à pouvoir parler d'une seule voix et dans l'intérêt général, encore une fois, de tous, développer notre filière. Donc, merci à tous pour votre présence, merci aux différents intervenants et je passe la parole à Élise pour continuer le déroulé de cette manifestation. Je vous ai remis simplement l'équipe, on est 20 personnes à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on va pouvoir commencer la présentation de la directive européenne RED 2 et les dernières actualités par Clarisse Fischer. Donc, Clarisse, je te donne la main. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais parler au nom du consortium, puisque la directive RED 2, comme on va le voir, touche effectivement l'ensemble de la filière bois-énergie, mais également de l'ensemble de la filière forêt-bois et de nombreux fournisseurs. Donc, la filière s'est regroupée au sein d'un consortium que vous voyez représenté en bas de l'écran pour faciliter la mise en application de cette directive RED 2. Donc,
Si tu veux bien passer la suivante, Élise. Voilà, donc cette directive RED 2 qui a été publiée en 2018 fait suite à la directive RED 1 en élargissant à la biomasse forestière et à l'usage des combustibles solides pour la production d'électricité et de chaleur, bien évidemment. Donc cette directive RED 2 exige un certain nombre de critères que je vais vous développer. Et donc, seule la biomasse qui répond à ces critères au sens de durabilité, au sens de RED 2, est éligible pour le soutien financier public, mais également pour la prise en compte des objectifs de décarbonation et de taux d'ENR des États. Donc, un important impact à la fois pour les entreprises et pour les États membres. Cette directive RED 2 s'appuie sur 3 types de critères. La première sur la gestion durable de la forêt. Donc, je vous ai mis ici les 5 critères au sens de la directive RED 2. Donc, la légalité de la récolte, la régénération effective de la forêt. Donc, continue à s'accroître, le respect des zones protégées, la préservation des sols et de la biodiversité, et puis, bien sûr, le maintien et l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt. Le deuxième critère, stockage de carbone dans les sols, voilà, oblige dans les zones concernées à suivre justement le stockage des carbones dans les sols. Et enfin, le troisième critère est la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un référent gaz. Donc, c'est l'utilisation de cette énergie renouvelable puisse permettre une réduction des gaz à effet de serre. Si on regarde la diapo suivante, donc ça, c'est le premier pilier sur le type de critères. Et les deux autres piliers sont l'analyse de risque. Donc la mise en œuvre pour la biomasse forestière, pour les 2 premiers critères, s'appuie sur une analyse de risque qui peut être faite soit au niveau national, si l'encadrement, la réglementation permet de minimiser le risque de ne pas être conforme aux critères de RED 2, ou elle peut se faire plus localement si cela n'est pas permis au niveau national. Le troisième pilier de la directive est la fiabilité des données. Donc, les opérateurs doivent justifier de cette fiabilité, soit au travers un système national, donc certains pays ont mis en place un système national, ou des systèmes volontaires, c'est-à-dire des systèmes privés, et c'est le choix qu'a fait la France, donc de recourir à des schémas volontaires privés. Cette directive RED 2 s'applique aux installations de plus de 20 MW bois, donc c'est la puissance thermique bois, ou soumises à quota carbone. Donc certaines peuvent l'être soit en termes de puissance, soit en termes d'activité, puisque certaines sont soumises, quelle que soit la puissance de l'installation. Si tu veux bien passer la suivante. Concernant la mise en œuvre, donc ça c'est la partie directive RED 2. Concernant la mise en œuvre, la France, donc dans sa transposition, a prévu une phase transitoire du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023. Et pendant cette phase transitoire, les fournisseurs doivent émettre des attestations de respect de ces critères auprès de leurs clients. Et ces clients opérateurs énergétiques doivent déclarer, on va voir le détail, leur production d'énergie à partir de cette biomasse qui respecte ces critères. Dans ces attestations et ces déclarations, concernant les critères de durabilité, ils peuvent s'appuyer sur l'analyse de risque qui a été effectuée, donc qui est aujourd'hui disponible sur le site du ministère de l'Agriculture, qui aboutit à un risque faible à négligeable concernant la biomasse issue du sol français, que ce soit la métropole ou les DROM. Aujourd'hui, cette traduction et la traduction de cette analyse de risque est en cours pour être traduite en anglais pour que les schémas volontaires qui l'exigent puissent s'y référer. Donc, dans cette phase transitoire, sur la diapo suivante, oui, pardon. Voilà le rétroplanning. Donc, il y a eu une première phase qui a été mise en place, donc on va dire une période 1, où effectivement, les fournisseurs devaient attester de l'ensemble de leur livraison de juillet 2022 à décembre 2022, donc ce qui a été fait.
et les producteurs des opérateurs énergétiques avaient jusqu'au 20 septembre 2023 pour faire une télédéclaration auprès du ministère sur le site du ministère. Et donc, à disposition des opérateurs, il y avait des modèles d'attestation, cette analyse de risque dont je viens de parler, à la fois donc modèle d'attestation et modèle de déclaration qui sont en ligne pour préparer cette télédéclaration sur le site du ministère. Donc ça, c'est la première phase qui vient d'être clôturée et on va passer du coup à la phase suivante. Si tu veux bien, voilà. Donc aujourd'hui, les fournisseurs sont appelés à attester de leur livraison donc de janvier 2023 à juillet 2023, donc premier semestre 2023, auprès de leurs clients selon les modèles. Donc là, le modèle d'attestation reste le même. Et puis en fin d'année, les opérateurs énergétiques seront appelés à faire leur déclaration. Aujourd'hui, nous échangeons avec le ministère pour faire évoluer, enfin, cette déclaration va évoluer. Donc, des discussions sont à venir avec le ministère sur cette évolution de la déclaration. Donc ça, c'est ce qui concerne cette phase transitoire. Pendant cette phase transitoire, alors, qui est concerné par une attestation? Donc l'attestation, donc, comme je disais, est à remplir par les fournisseurs et cela va dépendre du coup de leurs clients. Donc ces clients peuvent, et à la fois, dépendre de leurs clients, c'est-à-dire de la puissance. On a vu les installations qui sont soumises, hein, soit selon la puissance, soit s'ils sont soumis au quota carbone. Et puis, la date de mise en service de cette installation. Donc si cette installation, voilà, donc on voit là, je vais prendre des exemples, ça va être plus simple. Et puis ça va dépendre également de la ressource, des combustibles qui sont fournis auprès de leurs clients. Donc par exemple, sur la plaquette forestière, quelle que soit la date de mise en service, il y a une attestation à fournir. En revanche, sur tout ce qui est résidus, il n'y a pas d'attestation à fournir pour les installations qui seraient mises en service avant le 1er janvier 2021. Si l'installation est mise en service après janvier 2021, l'attestation est à fournir et la partie durabilité peut être omise. Mais le modèle, le même modèle peut être utilisé. Une petite précision concernant la plaquette bocagère, les discussions sont en cours avec le ministère pour statuer sur les critères qui s'appliquent à cette plaquette bocagère. Voilà, on échange pour confirmer qu'il soit exclu ou non des critères de durabilité. Concernant la déclaration, donc sur la diapo suivante, donc les opérateurs énergétiques, on va suivre le même schéma, c'est-à-dire qu'un opérateur énergétique, selon la date de mise en service de son installation et en fonction de sa ressource, il va devoir faire une déclaration. Donc, si par exemple l'installation se fournit en résidus, en déchets, et qu'il a été mis en service avant le 1er juillet 2021, alors il n'a pas de déclaration à faire auprès de télédéclaration à faire. Donc ça, c'est les précisions pour cette phase transitoire selon les modèles qui ont été partagés avec le ministère. Et donc, si tu passes à la diapo suivante. Je reprécise ici, mais tout ça est beaucoup plus explicite hein, sur les modèles. Donc là, l'opérateur énergétique, dans sa télédéclaration, doit faire le calcul de ses gaz à effet de serre, donc de sa réduction de gaz à effet de serre par rapport à une référence fossile. Et donc, vous avez dans le modèle d'attestation des valeurs par défaut. Certaines sont temporaires parce qu'elles ont été admises pendant cette phase transitoire. Par le ministère et donc il y a un calcul à faire entre le pourcentage pour chaque combustible de pouvoir appliquer ces valeurs par défaut. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez l'explication sur le modèle. Et voilà, donc cette phase transitoire, comme vous l'avez sans doute vu, a été clôturée le 1er juillet 2023.
Et donc, la mise en œuvre est attendue depuis le 1er juillet, voilà, le 1er juillet 2023. Et donc, on attend de la justification de la fiabilité des données et donc l'adhésion à un schéma volontaire, soit PEFC, soit SBP, soit SURE, qui sont les schémas volontaires aujourd'hui présents sur le marché français, et un audit de certification. Pour autant, il y a un certain nombre de difficultés sur la mise en application, enfin la mise en œuvre de ces audits. Donc, si tu passes sur la diapo suivante, Élise, s'il te plaît. Il y a un certain nombre de difficultés qui ont été mises en avant, qui sont retournées depuis le terrain, du fait qu'il y a peu finalement de schémas volontaires. J'en ai cité 3. Donc, SURE, qui a été créé spécifiquement pour RED 2 et donc qui a été validé par l'Union européenne, par la Commission. SBP, qui est un schéma beaucoup plus ancien, mais qui a été créé par la filière granulée industrielle, juste sur des critères de durabilité, et qui a déjà été validé par l'Union européenne, et PEFC, voilà, qui est beaucoup plus ancien sur la durabilité pour la gestion durable des forêts, qui ne s'applique pas uniquement sur le bois énergie, mais je laisserai Paul-Emmanuel développer, et une reconnaissance qui est attendue fin 2023, mais je laisserai Paul-Emmanuel développer. Donc finalement, il y a très peu de schémas volontaires qui sont reconnus en France, contrairement à la biomasse agricole, qui a un nombre beaucoup plus important de schémas sur le territoire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu d'auditeurs en France qui sont formés par ces schémas volontaires et qui sont capables de faire des audits. Pour autant, les opérateurs énergétiques ont eu jusqu'à fin juin pour prendre des rendez-vous avec ces schémas volontaires et organiser des audits d'ici la fin d'année. Et donc, il y a des questionnements sur la faisabilité de l'application de ces audits d'ici la fin d'année. En revanche, pour les fournisseurs, si tu vas sur la diapo suivante, il y a eu, le ministère a publié récemment, fin septembre, une évolution pour ces obligations de certification des fournisseurs de combustibles. Donc, vous le voyez, c'est un extrait de la présentation qui a été faite. Le fournisseur qui sont déjà certifiés PEFC n'ont pas de démarche spécifique à faire n'ont pas de démarche spécifique. Pour autant, ils devront avoir une certification pour fin 2024, une certification RED 2, donc potentiellement avec l'audit de renouvellement. Donc, ça concerne les fournisseurs déjà certifiés PEFC. Concernant les fournisseurs qui ne seraient pas certifiés PEFC, il y a une justification à avoir d'ici la fin d'année pour la mise en œuvre d'un audit au plus tard le premier semestre 2024. Pour ceux qui ne seraient pas, voilà, et donc il y a pour tous obligé RED 2 et obligé ETS, comme je le disais, donc les opérateurs énergétiques le maintien à ce stade d'un audit d'ici fin décembre 2023. Donc vous avez le détail de ces exigences sur le site du ministère que je vous ai remis. Sur la diapo suivante. Voilà, pour aller plus loin, il y a un certain nombre de documents que je voulais vous partager. Donc, sur la durabilité, sur les questions sur le bois énergie, hein, voilà, du plus général à gauche jusqu'au plus spécifique à droite, notamment sur la notion de durabilité. Il y a un certain nombre d'éléments dans le cahier du bois énergie, par exemple. Et puis, vous avez, donc, je vous ai remis le lien sur l'analyse de risque. Les différents webinaires et questions-réponses et des modèles d'attestation et de déclaration qui sont en ligne, ainsi que le site, bien sûr, officiel du ministère de la Transition énergétique. Merci beaucoup Clarisse pour l'ensemble de ces informations sur les avancées, sur la directive RED 2. Je vais laisser le micro à Paul-Emmanuel Huet sur les avancées de PEFC sur le sujet de RED 2.
Est-ce que tu as besoin de partager ton écran ou... Oui, je vais tenter. Normalement, vous Ok, devriez normalement ça voir devrait mon être écran, bon. ou bientôt en tout Oui, cas. on le C'est voit. bon? Oui, très bien. Bon, parfait. Merci Élise, merci Sacha, bonjour à tous et merci de nous avoir invités aujourd'hui pour parler d'un sujet effectivement qui est d'actualité et particulièrement important parce qu'effectivement il suscite beaucoup de questions de la part des entreprises, que ce soit des fournisseurs comme l'exposé Clarisse ou des énergéticiens en bout de chaîne. Et nous, en tant que PEFC France, on reçoit effectivement beaucoup de questions. Donc, c'est très bien de pouvoir justement faire régulièrement des points de situation sur ces sujets-là qui sont aussi en pleine évolution et pour lesquels, Clarisse l'a dit, les autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère de la Transition écologique, n'a pas encore forcément toutes les réponses et c'est pas anormal. C'est aussi le cas dans les autres pays européens. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais essayer, euh, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes vos questions, en tout cas, essayer de vous expliquer quel est justement le rôle que PEFC entend jouer sur la partie vérification, audit, qu'exposait Clarisse de cette directive. Voilà. Sachant que, en introduction, pour vous redonner un peu les éléments de contexte, PEFC, comme vous le savez, c'est un système de gestion forestière durable et ça fait maintenant quasiment 25 ans qu'on a développé ce système de gestion durable de la forêt et la chaîne de traçabilité pour les entreprises. Et la question s'est posée il y a maintenant un peu plus d'un an, quand la directive RED 2 a été validée et qui permettait justement à des schémas de certification, de pouvoir candidater pour se faire reconnaître par la commission, de se dire bah, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? C'est-à-dire, est-ce que PEFC, on va dire, sort de sa prérogative première, qui est une certification volontaire hein, de gestion forestière durable et de traçabilité. Est-ce qu'on reste là-dessus ou est-ce qu'on se donne la possibilité aussi, de manière additionnelle, de pouvoir justement permettre à des entreprises déjà certifiées PEFC de pouvoir, par la même occasion et par le même audit, montrer leur adéquation et leur conformité avec la directive RED 2. Et très rapidement, et la France a été aussi particulièrement moteur là-dessus avec d'autres pays européens de PEFC, on s'est dit que c'était presque une évidence qu'il fallait que PEFC puisse poser son propre schéma volontaire, comme Clarisse l'a évoqué, et le soumettre à la commission pour le faire valider, de manière, encore une fois, à être et à rester un outil utile pour les entreprises concernées par la directive RED 2, et de manière à ce que ces mêmes entreprises puissent à la fois avoir leur audit de certification PEFC, qui est un engagement volontaire, et, moyennant quelques ajustements, pouvoir, par la même occasion, démontrer leur conformité à la directive RED 2. Voilà. Mais c'était juste pour vous expliquer que le positionnement et les questionnements de départ qu'on a eus ont été ceux-ci. Et donc maintenant, on est complètement immergé dans justement le sujet. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, comme l'a évoqué Clarisse, donc PEFC, depuis maintenant un an, avec nos instances internationales, travaille à pouvoir faire reconnaître son schéma volontaire PEFC RED 2, on appelle ça PEFC RED 2. Et l'idée, globalement, c'est qu'une entreprise qui a déjà une chaîne de traçabilité PEFC puisse demain, si elle le souhaite, bien évidemment, plugger quelque part un module additionnel RED 2
de manière à pouvoir démontrer sa conformité à la directive RED 2. Ceci étant dit, donc comment est-ce qu'on procède? Donc aujourd'hui, on est toujours en phase d'attente de la reconnaissance formelle de la part de la Commission. En fait, la Commission, pour reconnaître un schéma volontaire, on va dire, demande un certain nombre d'allers-retours. C'est-à-dire qu'on a fait une première proposition à la Commission il y a maintenant quasiment un an. Presque 6 mois après, on a eu un premier retour de la Commission avec un certain nombre d'éléments à faire évoluer. Et donc là, on est rentré dans un deuxième cycle pour lequel on attend une réponse très prochainement, mais qui nous rapproche, et on est confiant par rapport à ça, d'une reconnaissance qu'on espère assez rapide maintenant, mais dont on ne maîtrise pas le calendrier. Donc on aura l'occasion peut-être d'en reparler après avec les questions. Donc concrètement, pour ce faire et pour se faire reconnaître, PEFC a donc créé un document qu'on appelle le PEFC GD 2002, alors qui n'est pas encore disponible publiquement pour les raisons que vous comprendrez, hein, parce qu'en fait on est toujours en phase d'évaluation par la Commission européenne. Et globalement, le contenu de ce document, c'est interprétation et complément aux normes PEFC pour se conformer aux exigences de RED 2. Donc c'est, comme je l'évoquais, un cahier des charges additionnel à la chaîne de contrôle PEFC à destination des entreprises et des auditeurs des organismes de certification pour justement permettre aux entreprises de valider la conformité à RED 2. Voilà. Et donc, en complément de ce document GD 2002, donc il s'adresse aux entreprises, chaînes de contrôle et aux auditeurs, il y a également tout un corpus de documents techniques plus pour PEFC en tant que propriétaire du schéma, avec un certain nombre d'éléments aussi à faire évoluer par rapport à notre standard de gestion forestière actuel, pour aussi, nous, en tant que propriétaire de schéma, pouvoir être conforme avec les exigences de la directive RED 2. Donc, ce document, ce GD 2002, qui fera l'objet de la reconnaissance par la Commission, dès lors qu'elle l'aura prononcé, c'est une démarche qui est volontaire pour PEFC, hein. Donc PEFC, aujourd'hui, on est présent dans un peu plus de 55 pays. Et donc, bien évidemment, on n'est pas présent qu'en Europe. Donc, ça restera une base volontaire. C'est-à-dire que dans les pays qui le souhaiteront, les organisations représentantes PEFC au niveau national, donc voilà, PEFC France pour la France, pourront décider ou pas, en fonction aussi de leur implication et de leur présence auprès des entreprises concernées par RED 2 dans leurs pays respectifs, décider de mettre ou pas cette directive en œuvre et de déployer ce GD 2002. C'est une approche modulaire, comme je l'évoquais, hein, c'est construit sur la base de la certification de chaîne de contrôle PEFC déjà existante et avec une extension qui restera facultative du champ d'application de la chaîne de contrôle en intégrant les aspects de la directive RED 2. Et c'est quelque chose qui donc revêt des exigences additionnelles par rapport à la gestion forestière, en fonction aussi de la présence et l'absence d'analyse de risque pays qu'a évoqué Clarisse et sur laquelle je vais revenir juste après. Alors, pour illustrer ce que je viens d'évoquer, donc une entreprise, vous êtes certainement dans l'audience aujourd'hui un certain nombre d'entre vous concernés, qui a une chaîne de contrôle PEFC. Voilà, c'est l'étape 1. Elle met en place une chaîne de contrôle PEFC, donc elle doit respecter un certain nombre d'exigences PEFC pour démontrer la traçabilité et être habilitée à pouvoir vendre des produits PEFC. Cette entreprise, dès lors qu'elle est soumise par rapport à ce qu'évoquait Clarisse précédemment à la directive RED 2, notamment en tant que fournisseur, elle décide volontairement de mettre en place ce fameux GD 2002. L'organisme de certification mène un audit sur les exigences chaîne de contrôle, donc ce qui est déjà mis en place par l'entreprise, et de manière additionnelle sur la partie GD 2002, en suivant les exigences spécifiques du fameux guide, qui prévoit aussi les exigences par rapport aux organismes de certification et par rapport à la manière de mener l'audit sur la partie, notamment vérification des attestations, des déclarations qu'évoquait Clarisse tout à l'heure.
l'organisme de certification délivre un certificat qu'on appellera un certificat PEFC RED 2 qui permettra à l'entreprise voilà, de pouvoir utiliser la mention PEFC RED 2, ce qu'on appelle un claim, qui doit être un terme familier pour ceux d'entre vous qui ont déjà mis en place une chaîne de contrôle PEFC. Donc demain, il y aura un claim, une mention, c'est un terme équivalent, PEFC RED 2, pour démontrer sa conformité avec la directive RED 2. Alors, un point important, on ne va pas forcément en parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est que dans le cadre de RED 2 et des exigences de la Commission, c'est pas PEFC. Enfin, PEFC n'autorise pas la certification multisite, mais parce que tout simplement, alors on peut le déplorer, mais en tout cas, c'est une exigence stricte de la part de la Commission. Il ne peut pas y avoir d'approche multisite sur la composante RED 2. Voilà. Donc, ça voudra dire que pour les multisites, chaque site devra mettre en place sa propre conformité aux exigences de RED 2. Donc, le périmètre concerné par cette directive et par l'audit, ça va être la biomasse forestière. Alors là, j'ai employé le terme traduit tel qu'il est communiqué dans le cas de la directive. Donc, c'est la biomasse forestière, donc tout ce qui est plaquettes forestières, par exemple, et matières lignocellulosiques dérivées de résidus de transformation provenant d'industries liées à la forêt. Donc, notamment tout ce qui est connexe. Et puis, concerner également les déchets lignocellulosiques pour la production de chaleur, de froid ou d'énergie, notamment tout ce qui est palettes, pour prendre cet exemple-là, qui pourrait être utilisé pour générer de l'énergie. Bon, voilà, je ne vais pas m'appesantir, mais globalement, le sommaire de ce guide, vous voyez, c'est des références au périmètre qu'on a évoqué, bon, les références normatives, toute une série de termes et de définitions qui sont assez détaillés dans le cas de la directive et qu'on a dû reprendre quasiment in extenso avec la volonté quand même de chercher bien évidemment à ne pas avoir deux termes pour illustrer le même point, puisque PEFC ne part pas de rien, a aussi ses propres termes et définitions. Donc voilà, on a vraiment veillé à essayer d'aligner au maximum, à chaque fois que c'était possible, les termes et les définitions. Toute une série d'exigences par rapport à ce qu'on appelle un système de mass balance. Pour les entreprises qui ont une chaîne de contrôle PEFC, voilà, le mass balance, c'est globalement voilà, les entrées, les sorties et la manière dont on peut affecter, on va dire, les crédits, par exemple, de certification sur la sortie. On a un peu le même système, on va dire, qui va être mis en place au niveau de RED 2, avec ce qu'on appelle un système de mass balance, mais je n'entrerai pas forcément dans le détail aujourd'hui. Des exigences par rapport aux matériaux lignocellulosiques, notamment ce qu'on appelle les résidus et les déchets, puisqu'en fait, le statut de ces résidus et de ces déchets ne sera pas le même que les statuts de la plaquette forestière au regard de la conformité à la durabilité. Je reviendrai juste un petit peu après. Et puis après, les aspects évaluation de risque de niveau A et de niveau B, et ça, je vous en reparlerai juste après. Au niveau de PEFC et par rapport à ce qu'évoquait Clarisse, donc il y a l'importance de pouvoir approcher le sujet de la durabilité, parce que c'est le cœur, enfin, c'est un des cœurs de la directive RED 2, c'est démontrer la durabilité des approvisionnements. Pour démontrer la durabilité des approvisionnements dans un pays, puisqu'on est en France, aujourd'hui, au travers de la directive RED 2, on a deux approches. Soit on le fait au travers d'une analyse de risque de niveau A, soit on le fait au travers d'une analyse de risque de niveau B. Le niveau A, c'est globalement, pour faire très simple, à l'échelle de l'ensemble du territoire français, il existe une analyse de risque qui reprend les 5 critères qu'évoquait Clarisse tout à l'heure, qui les passe au crible de la réglementation nombreuse existante en France, code forestier, code de l'environnement, voilà, tout ce qui existe en termes de code et de réglementation, et fait les liens et dit et conclut en disant, OK, après avoir regardé les 5 critères de durabilité de la directive RED 2, les avoir croisés avec l'entièreté des exigences et des obligations réglementaires françaises sur ces différents sujets, l'analyse de risque de niveau A conclut que le risque est négligeable, voire très faible, de risque d'avoir des matériaux non durables issus d'un sourcing sur le territoire français. Et c'est ce à quoi a conclu, comme le disait Clarisse, l'analyse de niveau A menée par
un certain nombre d'acteurs qui se sont mobilisés en France et de manière anticipative, c'était très bien, et qui a été, il n'y a pas très longtemps, validé par l'autorité compétente française, qui est en cours de traduction. Donc en France, je tenais quand même à le dire, vous, collectivement, avez la chance et aurez la chance de pouvoir bénéficier de cette analyse de niveau A qui permet de conférer une validation quasi directe de la durabilité des approvisionnements, notamment plaquettes forestières, sur la partie durabilité, dès lors qu'ils sont sourcés sur le territoire français. En revanche, quand l'analyse de niveau A ne permet pas de conclure à une conformité complète sur l'ensemble des points, mais uniquement sur partie de ces points-là, alors vous devez mener ce qu'on appelle une analyse de niveau B, c'est-à-dire que les détenteurs de certificats, donc entreprises, doivent procéder à leur propre évaluation des risques sur la base d'un système de gestion au niveau de la zone d'approvisionnement et afin de garantir la conformité avec les critères de durabilité de RED 2. Voilà, donc c'est des démarches additionnelles de vérification, de contrôle, de sourcing, qui forcément sont beaucoup plus engageantes pour les détenteurs de certificats, de manière à finalement démontrer à leur échelle que leurs approvisionnements respectent les critères de durabilité de la directive RED 2. Alors, les niveaux A et B sont complémentaires. Si la conformité au niveau A est démontrée, le risque est négligeable, c'est ce que Clarisse évoquait. Si la conformité au niveau A n'est pas démontrée, alors il y a nécessité de la compléter avec une analyse de niveau B. Et si la conformité au niveau B est démontrée, alors le risque, effectivement, peut être considéré comme négligeable. Donc, vous êtes une entreprise certifiée PEFC RED 2, puisqu'en fait, si demain vous voulez être certifié RED 2 au travers de PEFC et du fameux guide que j'évoquais tout à l'heure, alors la condition sine qua non, c'est d'avoir une chaîne de contrôle PEFC. Donc, vous êtes une entreprise certifiée RED 2 PEFC, vous vous approvisionnez à partir de biomasse issue d'un pays X. Est-ce qu'il existe une évaluation de risque reconnue par PEFC pour le pays X? Bah, si oui, l'évaluation de risque permet-elle de vérifier l'ensemble des critères de durabilité? Bah, si oui, risque négligeable. Sinon, dans ce cas-là, comme dans ce cas-là, alors vous devez procéder à une évaluation des risques à votre échelle d'entreprise par rapport à vos approvisionnements pour arriver à conclure un risque négligeable. Un petit point, sans être trop long, sur les approvisionnements. Donc demain, vous aurez, en tant qu'entreprise soumise à RED 2, deux types d'approvisionnement. Vous aurez un premier type d'approvisionnement, ce qu'on appellera les approvisionnements RED 2 compatibles PEFC. Donc vous avez 5 types de biomasse. Donc la biomasse forestière qui provient d'une zone couverte par une évaluation de niveau A. Dans ce cas-là, pas de difficulté. Démontrer de facto une conformité avec les critères de durabilité RED 2. Et en outre, la biomasse doit avoir fait l'objet quand même, puisque ça c'est une exigence PEFC, toujours, et dans tous les cas, d'une diligence raisonnée, ce qu'on appelle un DDS, pour confirmer qu'il y avait un risque négligeable. Deuxième type de biomasse, c'est la biomasse forestière PEFC. Donc, il y a pas, voilà, donc elle est certifiée PEFC pour laquelle des preuves supplémentaires de niveau B ont été fournies par le fournisseur afin de démontrer la conformité à RED 2. À cette fin, le producteur de biomasse forestière doit être titulaire d'un certificat PEFC gestion forestière et l'entreprise doit exiger du fournisseur qu'il fournisse ses preuves de compatibilité. Point important, dès lors que vous n'êtes pas dans un approvisionnement issu d'une zone couverte par une analyse de niveau A, alors vous basculez en analyse B et, je dis bien et, condition sine qua non additionnelle, c'est que les approvisionnements soient certifiés PEFC. Voilà, c'est une condition, on va dire, cumulative. Vous devez développer une analyse de risque de niveau B sur les points qui ne sont pas couverts par l'analyse de risque de niveau A, si elle existe, et en complément, vous devez vous approvisionner en approvisionnement certifié PEFC au regard de ce qui existe au niveau de votre pays. Troisième type de biomasse, la biomasse forestière fournie par une organisation qui détient un certificat valide d'un autre système volontaire. Clarisse a évoqué tout à l'heure Shure et SBP. Dès lors que l'autre système volontaire est reconnu, alors les approvisionnements qui sont issus, par exemple, d'une attestation, telle que l'évoquait Clarisse, valide, issue de ce schéma-là, dès lors, effectivement, permettra de valider quelque part la conformité RED 2 de votre biomasse forestière. Toujours, bien évidemment, avec une diligence raisonnée PEFC, qui est, quoi qu'il arrive, une condition aussi de toutes les entreprises qui ont une chaîne de contrôle PEFC. Et les deux derniers types d'approvisionnement, c'est les matières lignocellulosiques pendant de l'industrie forestière.
donc seulement tout ce qui est coproduit, connexes, hein, que j'évoquais tout à l'heure, qui eux ne sont pas soumis, comme l'évoquait Clarisse tout à l'heure, à l'obligation de durabilité, mais à un certain nombre on va dire, de vérifications néanmoins complémentaires. On ne rentrera pas trop dans le détail aujourd'hui, et les fameux déchets lignocellulosiques avec l'exemple des palettes que j'évoquais tout à l'heure. Et bien évidemment, par opposition, l'autre type d'appro, c'est les appros non compatibles, un matériau pour lequel une diligence raisonnée a été mise en œuvre et a entraîné un risque négligeable, mais qui n'est pas conforme aux critères de durabilité de la directive RED 2. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous redonner un peu un panorama. Et dans le guide que j'espère vous aurez à disposition bientôt, en tout cas dès qu'il aura été validé par la commission, vous saurez tous les détails de ces différents types d'approvisionnement. Et pour terminer, et pour vous dire aussi que le sujet n'est pas forcément simple, en tout cas demande aussi beaucoup d'investissement et de la part des acteurs et du CIBE que représente Clarisse pour démontrer leur conformité, mais également en tant que schéma volontaire en vue de se faire reconnaître. C'est assez lourd comme démarche. Donc effectivement, donc nous, en termes de plan d'action, on est mobilisés, que ce soit en France, nos autres collègues des autres pays européens et nos instances internationales, pour déjà obtenir la reconnaissance. Donc c'est pas un petit travail, donc on y engage beaucoup d'énergie. On travaille en étroite collaboration avec notamment le CIBE en France sur ce sujet-là. Alors, désolé, c'est le terme traduit de l'anglais, mais engagement, donc on est voilà, avec un engagement fort avec les autres pays membres de PEFC, hein, puisqu'on est présent dans, comme je vous le disais, plus de 55 pays. Des échanges aussi réguliers avec les organismes de certification. Aujourd'hui, les principaux organismes de certification qui opèrent sur la chaîne de contrôle PEFC en France ont manifesté leur intérêt de pouvoir demain développer le schéma PEFC RED 2. Mais voilà, il y a des discussions à avoir, des formations qu'il va falloir faire aussi avec ces organismes de certification. Il y a tout le volet accréditation. Alors, ça vous regarde moins effectivement en tant qu'acteur de la démarche, mais comme toutes les démarches effectivement de certification, il y a une nécessité imposée par la commission d'accréditer. Donc, ça veut dire que les organismes de le PEFC RED 2 qu'on développe devrait être accrédité par un organisme d'accréditation, comme le COFRAC en France, ou, ça c'est pas encore parfaitement limpide, par l'autorité compétente française. Donc là, il y a des discussions aussi qu'on est en train d'avoir par rapport à ça. L'analyse de risque, on en a parlé, et en France, c'est heureusement plus un sujet. Et puis, il y a tout un programme de formation que j'évoquais à mettre en place vis-à-vis le fait de mettre en place des supports de formation pour vous, entreprises, mais également de pouvoir avoir des supports de formation et on va dire, sanctionnés par des certificats, notamment auprès des organismes de certification. Voilà, mener toute une série de projets pilotes aussi pour affiner le sujet. Et puis, une fois que la reconnaissance, et on espère qu'elle sera accordée dans les prochaines semaines, mais encore une fois, on n'a malheureusement pas de maîtrise de ce calendrier-là, de faire la promotion de cette reconnaissance. Et c'est ça que je voulais évoquer. Une fois qu'on est reconnu, c'est bien, mais malheureusement, le travail ne s'arrête pas là, il ne fait que commencer, puisqu'en fait, il y aura nécessité ensuite de maintenir cette reconnaissance dans le temps. Donc, tous les systèmes de certification, ça sera pareil pour le schéma volontaire PEFC RED 2, quand il sera reconnu. Il faudra maintenir la reconnaissance dans le temps, parce que RED 2 et demain RED 3, peut-être RED 4, donc tout ça va engendrer des exigences qui vont être sans cesse réévaluées. Et nous, en tant que système de schéma volontaire, dès lors qu'on sera reconnu, pour rester reconnu, il faudra qu'on intègre les évolutions, on va dire, que la commission va valider au fur et à mesure pour rester justement compatible. Donc, il y aura effectivement un travail de fond à mener par rapport à ça. Voilà, donc écoutez, j'en ai fini. Je ne sais pas du tout, Élie, si j'étais trop long ou pas assez long. En tout cas, voilà, c'était les éléments qui nous paraissaient importants de partager avec vous de manière peut-être un peu plus opérationnelle, PEFC, étant entendu, encore une fois, voilà, qu'aujourd'hui, on est sur un calendrier, notamment de validation par la commission, qu'on ne maîtrise pas.
Voilà, donc on est confiant parce qu'on a eu un gros travail de fait en amont, mais voilà, pas de maîtrise du calendrier. En tout cas, soyez certains, voilà, qu'on est mobilisé et que dès le retour de la commission et les nécessités de peut-être de revoir certains aspects encore, même si on pense qu'il y en aura beaucoup moins qu'au début, voilà, on fera en sorte d'y répondre le plus rapidement possible en vue de faire aboutir ce sujet dans les meilleurs délais, les meilleures conditions possibles. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Paul-Emmanuel, pour cette présentation des avancées de PEFC. Je vais repasser à la présentation pour introduire du coup le rôle de l'Adréal Grand Est. Donc Maud, je te laisse poursuivre et dérouler ta présentation. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. L'idée aujourd'hui, c'est de présenter le rôle de l'Adréal. Donc moi, je suis chargée de mission au pôle énergie renouvelable de l'Adréal Grand Est pour tout ce qui est application du Code de l'énergie. RED 2, il y a aussi des collègues qui vont être impliqués, qui sont plutôt au côté quota CO2. Mais la suivi de la mise en œuvre de la directive, c'était mon pôle. Donc, oui, voilà. Je veux bien que tu passes à la diapo d'après, si tu veux. J'ai remis juste en introduction, avant de parler de nos missions, les différents textes et aussi surtout la page dédiée du ministère, parce qu'en fait, la directive RED 2, c'est une loi nationale. Et donc, tout ce qui est décision ou orientation, c'est bien le ministère. Donc, nous, on se réfère toujours au ministère et c'est le ministère qui met en œuvre et qui écrit tous les textes concernant cette directive. Donc, la page dédiée du ministère, c'est là où aussi toutes les décisions qui sont prises, notamment par rapport à les démarches simplifiées que vous avez pu cette année, ça a été mis il y a eu des actualités sur cette page. Donc là, je vais aborder en fait plutôt le rôle, donc mon rôle cette année, le rôle de l'Adréal, au travers de tout ce qu'on a pu mener comme travaux, donc notamment de mars à juillet 2023. Cette année, on a été amené à communiquer auprès de tous les exploitants au travers d'une démarche simplifiée, donc une démarche d'identification des sites soumis à RED 2. Donc, on a préparé en lien avec le ministère un courrier pour expliquer cette nouvelle réglementation, pour expliquer qui est concerné et soumis au travers du code. Il y a eu donc la mise en place de la page dédiée du ministère et on a lancé donc avec ce courrier une démarche d'identification. Toutes les personnes qui recevaient le courrier devaient s'identifier et dire oui, je suis soumis, non, je ne suis pas soumis, et justifier un petit peu. Donc, on avait un délai initial pour le 5 mai. On avait 120 sites pré-identifiés en Grand Est. La liste qui avait été identifiée avec la DGEC, avec différentes équipes du ministère et de l'Adréal. On a fait des relances en juillet pour essayer d'aboutir quand même à une liste un peu plus précise, où on avait 20 sites qui ont été relancés après le tri des premiers retours, avec un délai laissé pour le 20 juillet. Et donc, à la demande de la DGEC, toutes les DREAL en France ont essayé d'établir la liste des établissements soumis. Donc, on est quand même à partir de réponses partielles, parce que tout le monde n'a pas forcément répondu. Avec la connaissance de certains sites, on est arrivé, notamment en Grand Est, à environ 40 sites soumis en RED 2 et 15 qui n'étaient pas soumis au titre du Code de l'énergie à RED 2, mais qui étaient soumis au travers de ETS, donc des quotas CO2. Tu peux passer à la diapo. Une des deuxièmes missions, donc quand on a fait l'identification, on arrivait aussi à la fin de la période transitoire qui était jusqu'au 1er juillet 2023. Donc le ministère, pour un petit peu accélérer, voir ce qui se passe, a demandé, voyant que la certification était compliquée, les gens ne pouvaient pas encore le faire, a demandé à ce que tous les exploitants soumis devant faire une déclaration étant soumis au titre du Code de l'énergie à RED 2 devaient prendre rendez-vous au moins avec un établissement de certification d'ici la fin d'année 2023.
Donc, on a eu, l'EDREAL devait recevoir toutes les preuves de rendez-vous, les lister, faire un suivi de ces preuves. Et donc, on voit qu'il y a la filière méthanisation où finalement la partie biomasse agricole était déjà un peu traitée avant au travers de RED 1. Là, la filière méthanisation, on avait à peu près 100% de retour en Grand Est avec une prise de rendez-vous d'ici la fin d'année. La filière biomasse qui nous occupe aujourd'hui, biomasse solide, on a eu très peu de retours et très peu d'organismes certificateurs qui avaient été identifiés en Grand Est. Si tu passes après, donc bon, voilà, ça c'était une alerte. Tout ça, on a eu des échanges avec le ministère et ensuite, il y a eu la déclaration au titre du second semestre 2022. Donc, pour toutes les installations de production d'électricité et de chaleur à partir de biomasse solide ou de déchets solides ou liquides, il y avait une démarche simplifiée qui a été mise en place par la DGEC, à compléter pour le 25 septembre. Et là, notre rôle au niveau de l'ADREAL, c'était de faire les relances pour essayer que tout le monde envoie sa déclaration, remplisse cette démarche. La DGEC a fait une analyse globale et ensuite, chaque DREAL devait mettre à jour et fiabiliser la liste des établissements obligés. Donc ça, c'est a bien avancé, mais toujours un petit peu en cours. Et notamment, là, la DGEC nous a demandé de relancer tous les établissements soumis qui n'avaient pas fourni leur attestation. Donc là, j'en ai identifié à peu près 4 en région qui vont être relancés prochainement. Là, j'ai mis simplement un extrait de l'analyse de la DGEC sur le bilan provisoire des déclarations au titre du second semestre 2022. Donc, on a la répartition en fait en type, en tonnage des approvisionnements avec les différents bois concernés. On voit du bois rond, plaquettes forestières, du bois hors forêt avec plaquettes bocagères ou agroforesterie, des produits connexes, du déchet, donc pas mal de bois déchets, des granulés et d'autres types qui étaient à préciser. Donc là, qui apparaît quand même une grande proportion. Donc, je ne vais pas m'appesantir, c'est vraiment pour dire qu'on a travaillé sur ces résultats. Donc, on a aussi mené comme travaux, c'est voyant les difficultés de la filière à se faire certifier, à avoir des rendez-vous de certification. Le ministère a lancé un nouveau sondage justement auprès de tous les obligés, y compris les établissements ETS, pour savoir exactement où en étaient les entreprises. Donc, c'était encore une fois une démarche simplifiée à compléter pour le 5 octobre. Au niveau de l'ADREAL, on a fait une relance en septembre pour essayer d'inciter les gens à répondre. L'exploitation a été réalisée nationalement par le ministère au niveau de la DGEC. Il y avait à peu près 225 réponses avec plus de 50% des opérateurs qui sont sans rendez-vous avec un organisme certificateur. Donc, ça montre bien la difficulté de la filière biomasse solide face à cette certification. Tu peux passer à la diapo d'après. Donc là, pour reprendre, redire un petit peu nos missions, on est là pour échanger, pour répondre en local à toutes les questions des entreprises. Donc, j'ai eu pas mal d'entreprises au téléphone pour échanger sur cette directive. On a des réunions régulières justement avec la DGEC pour bien comprendre la réglementation et pouvoir poser nos questions. Il y a une plateforme d'échange qui a été mise en place entre l'EDREAL et la DGEC autour de toutes les questions RED 2 avec la liste déclaration, des questions-réponses. Dès qu'on a une question auquel on ne sait pas répondre, on remonte, ce qui permet ensuite de donner la réponse en local. On est le relais de façon locale de la DGEC. On a aussi mené différentes réunions entre les services de l'ADREAL, notamment le service énergie et le service quota CO2, pour échanger autour de cette directive. Et je le redis, mais effectivement, les DREAL sont à disposition des entreprises pour toute question. Et quand on n'a pas la réponse, ce qui arrive, on remonte à la DGEC pour après pouvoir apporter la réponse. Je pense que voilà, merci de votre attention, j'en étais là. Alors, merci Maud pour cette présentation. Il y avait encore 2 petites diapos Oui, je les ai mis en annexe.
voilà, rappeler des définitions et rappeler qui est concerné, mais c'est plus quand on fournit le diapo, ça permet de rappeler certaines définitions. Ok, très bien. Donc celle-ci, je les passe et on va passer à un temps d'échange questions-réponses. J'ai vu qu'il y en avait certaines dans le chat. Je vous propose peut-être juste de passer aux quelques questions que vous avez pu avoir en amont de ce webinaire. J'en ai répertorié quelques-unes et puis voir en fonction des questions si les intervenants peuvent pouvoir apporter certaines réponses. Une première, si nous n'arrivons pas à trouver d'auditeurs disponibles avant fin 2023, est-ce qu'il est possible de faire l'audit seulement début 2024? C'est une installation de biomasse qui pose cette question-là, avec une lettre d'appui de l'organisme certificateur allant dans ce sens-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou en termes de délai, c'est vraiment avant fin 2023? Alors, je peux apporter une réponse si vous voulez. On a eu un échange justement avec la DGEC il n'y a pas très longtemps et qui disait, vu les difficultés qu'on a, si quelqu'un arrive déjà à avoir un rendez-vous début 2024, bah, ça sera déjà bien. Ok. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que le bois de recyclage ne nécessite aucune certification et que nous pouvons automatiquement le considérer dans nos quotas CO2 dans une analyse de risque de durabilité? Pareil, c'est une installation biomasse qui parle. Je peux répondre ou vous souhaitez Oui. répondre, Madame Berger? Tout dépend de la date de mise de production de chaleur ou d'électricité de cette installation, puisqu'elle peut être soumise à des critères de gaz à effet de serre. Donc, si le fonctionnement est avant 2021, 1er janvier 2021, elle n'est pas soumise ni aux critères de durabilité ni aux critères de gaz à effet de serre, donc elle n'a pas besoin d'être certifiée. En revanche, si son fonctionnement est après le 1er janvier 2021, elle doit mettre en place effectivement une certification et voilà, tout le dispositif pour pouvoir justifier de cette décote de gaz à effet de serre. Mais sur la partie critères de durabilité, Clarisse, a priori, non. Non, sur le critère de durabilité, C'est non, ça? mais attention, il y a la Ouais, c'est ça. certification pour justifier la traçabilité des informations sur les critères de gaz à effet de serre. C'est ça. Ok, merci. Une autre question, le schéma Chour ne reconnaît pas l'analyse de risque française pour le moment. Est-ce qu'il y a une démarche envisageable ou envisagée pour le faire reconnaître en 2024? Alors, Chour a changé en fait son système de reconnaissance des analyses de risque. Au départ, ce devait être les auditeurs sur le terrain qui devaient justement faire une évaluation de l'analyse de risque disponible. Donc, il n'était pas nécessaire de traduire l'analyse de risque. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, l'analyse de risque, comme je vous le disais, est en cours de traduction. Donc, elle devrait être disponible d'ici fin du mois de novembre, ou en tous les cas au mois de décembre. Donc, oui. La démarche est en cours et puis donc on le transférera à Chour. Donc la démarche est en cours pour Chour, mais également pour les autres schémas volontaires. Si on continue une production de pellets de bois issus à 100% de résidus de production industrielle, est-ce qu'elle nécessite une certification ou est-ce qu'il faut établir une autodéclaration de l'origine de la matière première pour les clients, pour nos clients? Là aussi, en fait, tout va dépendre si elle est soumise ou non aux critères de GES. En fait, il ne faut pas forcément raisonner qu'en critères de durabilité. La certification intervient aussi pour la justification de la traçabilité des gaz à effet de serre. Voilà, donc tout dépend de la date de production, par rapport à l'usage ou de leurs clients par rapport à l'usage de ces granules. Ouais, juste pour compléter ce que disait Clarisse, c'est vrai que la question du coup, et c'est normal parce que c'est pas évident toujours de s'y retrouver dans la directive, là, elle est assez large par rapport à la certification, mais c'est vrai qu'il faut bien avoir en tête que dans les exigences associées à la directive, c'est, comme l'a dit Clarisse, c'est critères de durabilité et c'est la partie gaz à effet de serre. Hein, c'est pas l'un sans l'autre ou l'un ou l'autre. Donc à chaque fois, il faut bien regarder l'ensemble des éléments.
s'il est clair, comme le disait Clarisse, que sur la partie résidus, waste and residues, comme c'est dit en anglais, il y a pas l'obligation identique sur la partie vérification de la durabilité. Néanmoins, il y a toute la composante effectivement de gaz à effet de serre qui rentre toujours dans les exigences et qui doit être regardée et auditée par les auditeurs qui viennent sur le site, quoi. Ok. Quelle méthode et timing pour certifier les fournisseurs de biomasse? Clarisse, tu nous avais donné les informations entre ceux qui sont PEFC et ceux qui ne le sont pas, mais a priori, c'est pour début 2024. Alors, oui, c'est ça. Ceux qui ne sont pas certifiés PEFC ont jusqu'à la fin de l'année 2023 pour mettre en place un audit premier semestre 2024. Et ceux qui sont PEFC, certifiés PEFC, ont tout 2024 pour avoir cette certification PEFC RED 2. Ouais, juste pour compléter aussi, quand on dit tout 2024, c'est pour éviter qu'il y ait un effet de penser qu'il y a le temps. Tout 2024, c'est en fait, enfin aujourd'hui, tel que le ministère l'évoque et le met sur le lien que vous a transmis tout à l'heure Madame Berger, c'est qu'en fait, par le jeu, on va dire, des audits annuels de PEFC, comme vous le savez, les audits de suivi sont annuels. Donc, en fait, en lien avec cette exigence de PEFC d'avoir des audits annuels, le ministère dit en gros qu'il y a tout 2024, parce qu'effectivement, une entreprise qui, on va dire, d'habitude, a son audit annuel en janvier, aujourd'hui, tel que c'est discuté, il ne faudra pas qu'elle attende, faudra pas qu'elle passe son tour en janvier 2024. Il faudra que dès janvier 2024, elle puisse se faire auditer sur la composante RED 2. Voilà, avec l'enjeu de calendrier que vous avez bien ressenti, qui est qu'une entreprise, si elle a son audit en janvier 2024, il faut qu'elle puisse utiliser un schéma reconnu pour se faire auditer dans la partie RED 2 dès janvier. Sinon, elle passera son tour et elle ne sera pas conforme en janvier 2025. Donc voilà, c'est des discussions encore voilà, c'est des points encore importants de discussion, mais aujourd'hui, tel que c'est écrit, c'est comme ça que c'est prévu, quoi. Donc c'est tout 2024, mais c'est surtout lié effectivement à l'aspect annuel des audits de suivi de la certification PEFC. Ouais, tu fais bien de le mentionner. Donc, il y a effectivement, les fournisseurs doivent bien s'assurer que dans l'audit de renouvellement de 2024, RED 2 soit bien considéré. Très bien, merci. Les entreprises dans un marché concurrentiel européen sont-elles en mesure de répercuter les coûts des contraintes administratives supplémentaires liées à l'application de cette directive? Question assez délicate. Alors, je ne peux pas répondre effectivement sur le fait de pouvoir l'appliquer ou pas en tous les cas. La mise en œuvre est différente d'un pays à l'autre, hein, puisque comme je l'ai évoqué, les pays membres avaient le choix entre des schémas nationaux ou des schémas volontaires. Donc, a priori, ceux qui ont recours au schéma volontaire, c'est les mêmes schémas volontaires, donc on peut, voilà, peut-être que c'est un peu plus harmonisé. En revanche, voilà, il y a certains pays qui ont fait le choix de schémas nationaux, donc qui se basent sur l'existant dans leur pays. Voilà, donc sans doute les coûts pour les entreprises sont différentes pour ces pays-là. Donc il y a effectivement une différence de coûts sans doute d'un pays à l'autre. Merci. Est-ce que l'Europe va continuer à aider le bois énergie qui est considéré comme la première énergie renouvelable? Joker. Alors ça, on n'est pas effectivement dans les secrets de l'Europe, mais effectivement, ce qui a souligné, c'est que c'est la première énergie renouvelable, que ce soit en Europe ou en France. Et donc, dans les objectifs de développement des taux d'ENR, que ce soit en France ou
en Europe, il y a des objectifs de développement du bois énergie. Donc pour ce faire, et avec des proportions importantes, donc pour ce faire, le soutien au bois énergie n'est pas remis en cause. Pour autant, comme vous le savez, au travers de RED 2 et RED 3 et d'autres directives, l'encadrement pour le bois énergie est renforcé. Ok. Le bois déchet, est-ce qu'il est concerné par RED 2? Il y a eu un bout de réponse tout à l'heure. Ça a déjà été évoqué, mais peut-être un complément, non? Tout ce qui est résidu, effectivement, comme on l'a dit avec Paul-Emmanuel, n'est pas soumis aux critères de durabilité. En revanche, il est soumis à des critères de gaz à effet de serre, et donc il est effectivement concerné par RED 2. Une autre question, comment s'assurer qu'il n'y a pas de surexploitation de la ressource dans le Grand Est et quel impact a l'augmentation des réserves de stockage carbone dans les forêts sur la disponibilité future de la ressource en bois? Question qui sort peut-être un petit peu du cadre de RED 2. Je ne sais pas si je réponds d'un point de vue global, spécifiquement Grand Est, c'est plus à vous de répondre peut-être. Moi, ce que je peux dire au niveau national, il faut... Pardon. Vas-y. Donc au niveau, dans les échanges actuellement, il faut bien faire la différence entre le puits de carbone, donc effectivement, que ce soit au niveau du sol, au niveau de la biomasse, au niveau du stock de bois en forêt, etc. Donc le stock global de carbone dû aux forêts s'accroît. En revanche, la capacité de stockage ça c'est le puits, pardon, et la capacité annuelle de stockage de carbone, lui, en revanche, est effectivement réduit, mais il est principalement réduit par l'impact du changement climatique. Voilà, c'est des débats actuellement. Donc effectivement, par rapport notamment à la programmation pluriannuelle d'énergie ou la stratégie nationale bas carbone, c'est des échanges qui ont lieu. En tous les cas, il y a une volonté collective, effectivement, comment dire, d'aider la forêt à limiter, enfin que l'impact des changements climatiques soit atténué, ou en tout cas que la forêt soit résiliente par rapport à ces impacts-là. Voilà, donc ça, c'est des débats qui ont lieu, mais ça n'est pas spécifique au bois énergie. C'est plus une vision globale à la fois de la gestion et de la récolte des forêts. Et en tous les cas, ce qu'a pu dire au niveau des assises et ce qui est repris actuellement, c'est qu'il y a nécessité d'intervenir en forêt pour justement aider la forêt à se générer et à être résiliente face au changement climatique. Mais après, je laisserai les spécialistes de la forêt s'exprimer. Moi, je voulais simplement rajouter sur le point peut-être un peu spécifique et répondre également à la dernière question sur la gestion de la biomasse dans le Grand Est. Il y a une cellule biomasse pour tout l'ensemble des projets qui sont accompagnés, aidés par la région ou par l'ADEME, qui se réunit et qui donne des avis. Fibois Grand Est met aussi à jour un observatoire du bois énergie, bois d'industrie, qui permet de donner un certain nombre d'informations chaque année sur les quantités disponibles et également utilisées au sein des différentes chaufferies chaudières dans le Grand Est. Donc, c'est des choses qui permettent de donner des indicateurs sur le bois énergie en général dans le Grand Est. Juste par rapport à ces sujets sur le carbone et stock de carbone et le bois énergie, je voulais citer la journée bois énergie qui a eu lieu et qui a traité de ces sujets-là, notamment avec l'IGN et l'AIE. Et puis il y a un cahier spécifique du bois énergie, le dernier,
qui donne des éléments également par rapport au carbone et Boénergie. Je pourrais te transmettre les 2 liens. Très bien. On a aussi eu un certain nombre de questions dans la conversation. Inès, est-ce que tu peux prendre la parole et nous donner l'ensemble des questions qui ont pu être posées? Pas de problème. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ok. Donc, j'ai une question de Thibaut Chopard qui demande, pour les fournisseurs PEFC, qu'en est-il de la phrase du ministre qui dit « Sous condition d'acceptation de la Commission européenne », avez-vous eu un retour? Ça, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, malheureusement, sans pouvoir être plus précis que ça à ce stade, c'est que le schéma PFC RED 2 avec le guide dont je vous ai parlé a été transmis. Il a déjà fait l'objet d'un aller-retour. À ce stade, on attend un retour de la commission. Voilà, on est globalement confiant, comme je vous l'évoquais, mais on attend ce deuxième round, si je peux m'exprimer ainsi, de la part de la commission pour savoir, voilà, par rapport, on va dire, à ce qui est attendu, s'il y a encore des éléments qu'il faudra qu'on revoie à la marge. Mais tant qu'on n'a pas eu ce retour, effectivement, on n'a pas de validation formelle. Donc, à ce stade, on est en attente du retour de la commission. Ok, merci. On a une deuxième question de Amourou Magali qui demande si les fournisseurs de déchets bois, par exemple bois A, coproduits de scierie, etc., doivent-ils être certifiés, par exemple PEFC ou SURE? Ouais, je pense que la réponse a été apportée tout à l'heure, puisqu'effectivement, il y a eu une question équivalente que Élise a dit tout à l'heure. Donc, il me semble que la réponse a déjà été apportée. Ok. Une troisième question de Richard Lucie qui demande si sera-t-il néanmoins toujours possible d'avoir un certificat multisite PEFC pour la COC et de seulement s'engager individuellement et donc de se faire auditer annuellement sur la partie énergétique via le GD 2002? De ma compréhension, tout à fait. La réponse est oui. Clarisse, je te laisse confirmer aussi, mais Oui, enfin, c'est ce qui est prévu en tout cas. Ouais. Ok, une nouvelle question de Amourou Magali qui demande est-ce que tous les propriétaires forestiers doivent se faire certifier PEFC ou bien l'analyse de risque est suffisante pour justifier de la durabilité du bois? Alors, justement, pour la France, comme on l'évoquait, ce qui est très positif, c'est que justement, l'analyse de risque de niveau A, que j'évoquais tout à l'heure, qui donc intègre l'ensemble, enfin, qui confirme la conformité, on va dire, de l'ensemble des réglementations françaises sur ces sujets-là avec les critères de durabilité de la Commission, permet justement de donner, on va dire, une conformité complète sur les aspects de durabilité aux produits sourcés sur le territoire, enfin, produits sur le territoire français. Donc, par rapport à la question, il n'y a pas de... Sur ce sujet-là et par rapport à ces exigences-là, je précise, formellement, il n'y a pas d'obligation de se faire certifier PEFC. Après, si les acteurs se font certifier PEFC et achètent des produits certifiés PEFC, c'est pour une autre logique, on va dire, de valorisation de la durabilité des bois auprès de leurs clients. On entre dans un autre domaine. Mais par rapport à la question précisément telle qu'elle est posée là, la réponse est non. En revanche, si vous avez dans d'autres pays, on sort du territoire français, l'absence d'analyse de risque de niveau A, comme je l'évoquais tout à l'heure, alors effectivement, il y a obligation de mener sur les appros une analyse, enfin des investigations complémentaires et de se sourcer pour le coup en produits certifiés PEFC si, bien évidemment, l'entreprise veut se faire auditer au regard du système PEFC RED 2. Ok, merci. Et une dernière question toujours de la part de Magali qui demande si le schéma SURE
ne reconnaît pas le bois si les fournisseurs ne sont pas certifiés par un schéma reconnu, même pour une installation ne nécessitant pas la déclaration des GES. C'est une affirmation, admis. Ah. Est-ce que vous confirmez ou... Ah, mais j'ai pas le. On va pas reconfirmer si Shure donne cette information, c'est Shure. Il y a effectivement, d'un schéma à l'autre, il y a des exigences qui peuvent être différentes. Donc voilà, si Shure vous a confirmé qu'il faut une certification pour les bois déchets, Après, il y a la question effectivement je ne peux de. pas contredire. Pardon. Après, il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on entend par certifié. Enfin, c'est par rapport à la précision que tu donnais souvent, Clarisse, qui est importante. Hein. C'est est-ce qu'on parle de certification? Est-ce qu'on parle de durabilité? Est-ce qu'on parle de gaz à effet de serre? Voilà. Donc c'est après voilà comme c'était dit, c'est une affirmation et il est évident que les schémas, il y a encore du travail d'alignement à faire. On est sur quelque chose qui est relativement récent. Et je pense que des questions d'alignement se poseront encore dans les prochains mois et on devra collectivement être attentif à ça. C'est une certitude. On est en train effectivement de faire cette analyse comparée. Effectivement, selon le schéma, si ce bois déchet vient sur un premier point de collecte, après on rentre dans les détails, mais là, il faut que le schéma, comme tous les schémas, vont demander une preuve de l'origine de ce bois, donc bien certifié qu'il soit, enfin, avoir une information fiable sur le fait que ce soit un déchet et pas un produit qui puisse venir directement de forêt. Donc c'est ça l'objectif. Et donc effectivement, si Shure demande une certification, c'est voilà, c'est ce schéma-là qui demande cette certification. Ok, merci. Et on a une personne présente dans la réunion qui lève la main. Je ne sais pas si vous la laissez participer ou pas. Oui, c'est possible. Lucie, j'ai vu que tu souhaitais intervenir. Je te laisse le micro. Merci. En fait, nous, on a une question, mais c'est combiné à la question juste d'avant de Madame Magali Amorou. Alors nous, pour le coup, on a aussi demandé à Shure si c'était OK pour eux de considérer automatiquement le bois de recyclage comme, on va dire, valable dans la comptabilisation de quota de CO2 sans certification, parce qu'on avait eu la communication de l'Agréal qu'en France, c'était automatiquement reconnu comme durable. Et en l'occurrence, dans notre cas, on n'est pas soumis à la déclaration des gaz à effet de serre, parce qu'on était avant 2021. Et pour le coup, ce que nous a répondu Shure, c'est que de leur côté, ça ne leur posait pas de problème. Alors, si j'ai bien compris, ils ne vont pas le certifier, notre bois de recyclage selon le schéma Shure. Mais pour eux, ça ne posera pas de problème en cas de contrôle de l'Adréal parce que ce n'est pas soumis à cette analyse de durabilité. Alors, est-ce que vous confirmez cette interprétation ou pas du tout? Je ne sais pas si c'était très clair. J'avoue que je n'ai pas tout compris. En fait, de ce qu'on a compris, nous, on a aussi contacté Shure en les informant qu'en France, on a vu vos mails de la part de l'Adréal qui nous disaient que le bois de recyclage, en l'occurrence, n'était pas soumis aux critères de durabilité. Et dans notre cas, comme on n'est pas non plus soumis à la déclaration des gaz à effet de serre, on considérait qu'on n'avait pas besoin d'inclure le bois de recyclage dans notre audit Shure. Donc, ils sont revenus vers nous en disant que pour eux, la voie qui a raison, c'est la voie des autorités compétentes. Donc, ce qu'ils disaient, c'est que de leur côté, si on avait une déclaration de l'Adréal qui dit qu'on n'a pas besoin de faire d'analyse sur le bois de recyclage, ça ne leur posait pas de problème. L'impression que j'ai, c'est qu'on ne va sûrement pas être certifié sur le bois de recyclage. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que ça ne devrait pas poser de problème à l'Adréal en cas d'audit parce que vous avez déclaré qu'on n'avait pas besoin de faire d'analyse. Donc, on voudrait juste être sûr qu'on n'a pas besoin d'inclure le bois de recyclage dans notre audit Shure. Alors, je ne vais pas forcément m'engager, mais c'est ce qu'on a écrit de toute façon dans les mails et ce qu'on avait discuté avec la DGEC.
le bois déchet ne rentrait pas dans n'était pas soumis, sauf gaz à effet de serre, mais quand on n'est pas soumis à gaz à effet de serre, ils sont pas soumis à la durabilité de la biomasse. Donc pour nous, il n'y avait pas à avoir de certificat des fournisseurs de ce type de déchets. Maintenant, après, il faut que, je ne sais pas comment ça va être fait, mais il faut qu'effectivement, sur votre audit sûr, permette de dire oui, vous êtes certifié RED 2 sur votre site, mais je ne vois pas où ça poserait problème, effectivement, dans ces cas-là. D'accord. Merci. Du coup, je me permets, j'avais une deuxième question tant que j'ai le micro ouvert. Donc, vous avez dit tout à l'heure que ça peut être toléré d'avoir un rendez-vous pour l'audit début 2024. Nous, en l'occurrence, on a un audit avec l'Adréal sur les quotas de CO2 au 15 décembre. Donc, ça veut dire qu'au 15 décembre 2023, on pourra quand même considérer que notre biomasse, du coup, est durable parce qu'on a un audit sûr qui le prouvera début 2024. Alors, encore une fois, je ne peux pas m'engager complètement puisque la réglementation aujourd'hui dit qu'il faut être certifié normalement depuis juillet 2023, mais tout ce qu'on discute avec le ministère va dans le sens qu'on a présenté, c'est qu'on connaît la difficulté de la filière et normalement, le message sera aussi passé côté quota CO2, d'avoir la même vision de l'interprétation, enfin de la même interprétation des choses au fur et à mesure. Voilà, le ministère nous a dit, effectivement, on voit les difficultés, tout le monde n'arrivera pas forcément à se faire auditer. Si on a déjà l'audit en 2023, on ne va pas venir pour l'instant leur taper dessus, début 2024. Et le message, normalement, sera passé aussi auprès du côté quota CO2. Ça reste qu'on n'est quand même pas dans la réglementation et qu'on ne respecte pas la réglementation. Oui, d'accord. Ça marche, merci. En l'occurrence, on pourra quand même prouver qu'on a fait, enfin, c'est juste qu'on pourra prouver qu'on a fait la démarche de se certifier au 9 janvier de l'année dernière et qu'on demande une date d'audit depuis à peu près avril. Donc espérons que ça passe comme ça. Merci beaucoup. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions qui sont apparues dans le chat. Sinon, je vous propose de clôturer ce webinaire. Inès, est-ce que tu peux me dire s'il y a encore une question ou l'autre? Non, il n'y a pas eu de nouvelles questions. Très bien, je voulais remercier nos intervenants. Merci à tous les participants également. Et puis, je clôture ce webinaire. Je vous laisse quitter la réunion et je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre participation. Au revoir. Bonne journée à tous.